Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à tous et à toutes. Ici Robert Comeau au micro de la Société historique de Montréal. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à notre studio le professeur d'histoire de l'Amérique latine, José Del Pozo, qui a été pendant plusieurs années mon collègue à l'UQAM. Bonjour, José. Salut, Robert. Alors, José est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire et la politique de l'Amérique du Sud, des ouvrages qui ont paru tant au Chili qu'au Québec. Pouvez-vous nous présenter un peu peut-être vos débuts au Québec? Vous êtes né au Chili en 1943 après avoir fait des études en histoire et en géographie et vous êtes arrivé après le coup d'État de 1973, donc en 1974, je crois, au Québec. Alors, dans quelles conditions et peut-être dans quelles circonstances vous êtes venu avec votre conjointe, Myriam Marure? Alors, peut-être nous expliquer un peu vos débuts à l'UQAM. Oui. Nous, on est arrivés dans la grande vague d'immigrants et de réfugiés. Mais là, il faut expliquer un peu parce que ce n'est pas tout le monde qui sortait en tant que réfugié. D'autant plus qu'à l'époque, le Canada n'avait pas la catégorie réfugié dans sa législation. Alors, la plupart, nous sommes arrivés ici en tant qu'immigrants et d'autres qui s'en venaient, prenaient un avion, arrivaient en touriste et demandaient la résidence une fois rendus à Montréal. Alors, nous, on est arrivés avec tous nos papiers en règle. Nous avons été choisis comme immigrants reçus par les officiers du gouvernement canadien. Et nous sommes arrivés à la ville de Québec, que nous avons choisie comme notre ville de destination. Et alors, c'est là que notre première année s'est déroulée, que notre fils est allé à l'école pour la première fois. Et plus tard, nous sommes venus à Montréal. Donc, vous avez commencé des études en histoire. Vous avez repris un peu les études que vous avez entreprises au Chili. Oui, j'ai entrepris mes études ici parce que ça peut sembler drôle, même un peu incroyable, mais au Chili, il n'y avait pas des études avancées. Alors, j'avais fait un bac en histoire et en géographie, un bac qui serait plus long que le bac d'ici parce que ça s'est terminé avec un mémoire, mais ce n'était pas vraiment une maîtrise. Alors, en arrivant ici, j'ai fait et la maîtrise d'abord à l'UQAM et le doctorat à l'Université de Montréal pour que ma scolarité soit en fonction des critères d'ici. Et après avoir été longtemps professeur, là, maintenant, vous êtes professeur associé au département d'histoire. Oui. Alors, pouvez-vous nous présenter peut-être vos principaux ouvrages que vous avez faits sur l'Amérique latine? Juste peut-être les décrire très brièvement, là, pour qu'on ait une idée un peu de vos champs d'intérêt. Oui, et j'étais un peu chauvin parce que j'écris beaucoup sur le Chili. Ben, c'est normal. Et beaucoup en espagnol aussi. Mais j'ai un ouvrage qui circule beaucoup au Canada, en France, au Chili, au Brésil. C'est l'histoire de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Et c'est un livre qui joue un peu le rôle d'un manuel pour l'enseignement de l'histoire et qui a été d'abord publié au Chili en espagnol et ensuite traduit en français ici par Septentrion à Québec. Il y a eu aussi une traduction en portugais au Brésil. Et ça a fait l'objet d'une deuxième édition élargie avec de nouveaux chapitres, autant en espagnol qu'en français. Alors, c'est un ouvrage vraiment que je crois que ça fait une contribution. J'imagine, dans l'enseignement aussi. Ça a dû être fort utilisé dans l'enseignement. Oui. Et je l'ai fait parce que c'est venu naturellement de mes années d'expérience que j'avais accumulées dans l'enseignement. J'avais tellement de notes de cours que je me suis dit, bon, je vais faire un ouvrage avec tout ça. Alors ça, c'est sur l'Amérique latine. Et sur le Chili, j'en mentionne quelques-uns seulement. J'ai un ouvrage, mais malheureusement, ils sont tous en espagnol, un livre sur Allende. Je vais traduire le titre « Allende, comment son histoire a été relatée ». Ah bon? C'est un livre qui raconte pourquoi on a écrit sur Allende, de quel point de vue, autant ses ennemis que ses partisans, et qui parcourt toute l'historiographie sur Allende depuis le coup d'État jusqu'à tout récemment. Et votre ouvrage, Les Chiliens au Québec, immigrants, réfugiés, ça, est-ce que c'est votre thèse de doctorat? Non, j'avais fait ma thèse de doctorat sur un autre sujet complètement différent et une thèse qui n'a jamais été publiée. Okay. Mais le livre que tu mentionnes existe seulement en français. Il n'a pas été traduit en espagnol, hélas. Et c'est une grosse brique de 400 pages que Boréal a bien voulu publier. Et c'est un ouvrage qui me tient à cœur parce que c'est notre histoire des Chiliens ici, comment nous sommes arrivés ici, dans quelles circonstances, qu'est-ce que nous avons fait pour nous intégrer, comment nous avons essayé de nous organiser,
et un tas d'activités que nous avons faites. Donc, on va parler un peu plus longuement de cet ouvrage, Les Chiliens au Québec, immigrants et réfugiés, de 1955 à aujourd'hui, publié chez Boréal en 2009. Alors, abordons d'abord l'ouvrage sur les Chiliens et parlez-nous peut-être de la première partie où vous distinguez 3 vagues d'immigration, un peu l'histoire de l'immigration des Chiliens au Québec. Oui, parce que j'ai voulu être assez écuménique. Je ne voulais pas faire une histoire de réfugiés chiliens. Parce qu'ici, dans la mentalité, disons, en général, on percevait les Chiliens comme un réfugié. Et c'est une demi-vérité. D'abord parce que des gens comme moi, nous étions arrivés avec les papiers en règle comme immigrants, pas comme réfugiés. Ensuite, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus en accompagnant les autres. Exemple, ma belle-mère, qui n'était pas du tout une réfugiée politique, elle est venue parce qu'elle voulait rester avec nous. Ensuite, ma mère est venue aussi, et ainsi des personnes qui n'étaient pas venues pour des raisons politiques. Alors, il y a eu toutes sortes de gens qui sont arrivés, et même il y avait des Chiliens ici avant le coup d'État. Est-ce qu'il y en avait beaucoup avant 1973? Non, pas beaucoup, parce que le Canada, en général, était une destination peu connue au Chili avant l'époque du coup d'État. Alors, il y avait quelques centaines de Chiliens dans tout le Québec avant le coup d'État. Mais j'ai commencé mon histoire en 1955 parce que de là date le témoignage de mon premier témoin, justement. Un Chilien qui était arrivé ici en 1955, qui était resté quelques années et qui par la suite était revenu au Chili. Mais l'histoire commence bien avant le coup d'État. Les premiers, c'était surtout des professionnels, je pense. Hein? Oui, d'après ce qu'on peut déduire, parce que je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de témoignages. Oui, il paraît que c'était en général... Il y avait des infirmières, par exemple, qui venaient... Enfin, des jeunes filles qui venaient ici pour étudier la profession d'infirmière pour diverses raisons, parce qu'au Chili, il n'y avait pas la carrière dans la ville où elles résidaient ou des trucs comme ça. Elles venaient ici parrainées par l'Église. Elles travaillaient une partie de la journée pour l'Église et dans l'après-midi, ils faisaient leurs études gratuitement. C'était accueilli par l'Église. Ah bon? Alors, c'est comme ça. Et ensuite, bon, ça, c'est la première partie avant le coup d'État. Ensuite, évidemment, l'époque à partir de 73 jusqu'en 78, parce que c'est la grosse vague avec des milliers de gens qui, beaucoup avaient été vraiment des victimes de la dictature. Il y en avait qui venaient mal en point, qui avaient connu la prison, qui avaient connu la torture, d'autres pas nécessairement. En fait, et plus tard, il y a eu les gens, dans les années 80, une catégorie très spéciale qui se disait les réfugiés économiques, qui sont arrivés ici en disant « Non, je n'ai pas été arrêté, torturé, mais je suis exploité par le système capitaliste que Pinochet a implanté d'une manière excessive. » En fait, c'était une catégorie bizarre, le refuge économique. Donc, la période de répression, c'est les années 70? Surtout. En fait, la répression a duré toute la dictature, ça s'assure. Jusqu'à quand exactement? Jusqu'à la toute fin de 1989. Jusqu'en 89. Oui, ce sont 16 ans et demi de dictature, mais le gros de la répression, le plus grand nombre de morts, de victimes, de blessés, de gens disparus, ça s'est produit dans les 5 premières années après le coup d'État. C'est quoi le pourcentage de Chiliens parmi les immigrants d'Amérique du Sud aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont parmi les plus nombreux avec les Mexicains? Et ça a évolué avec le temps, parce que dans les années 70, les Chiliens, on était le numéro 1. Ensuite sont arrivés les Salvadoriens, et là, on est descendu à numéro 2. Et actuellement, on est descendu à 5 ou 6 parce qu'il y a tellement de Mexicains et des Colombiens surtout, qui sont arrivés en très grand nombre depuis l'an 2000 environ, qu'on n'est pas le numéro 1. On est environ 5 ou 6. Et au moment de la répression, il n'y avait pas que des Chiliens, je pense, qui sont rentrés. Il y avait des Brésiliens ou des gens de d'autres pays d'Amérique du Sud qui se trouvaient au Chili au moment du coup d'État. Oui, il y a eu des gens réfugiés de façon large. Réfugiés qui venaient soit du Chili, parce qu'il y avait eu, j'en ai connu, des Brésiliens qui avaient été en prison au Brésil, faisant partie d'un groupe de guérilla, et qui Allende les a accueillis au Chili. Et quand le coup d'État est venu à Santiago, ils ont été obligés de partir. Alors, ils se sont retrouvés parfois ici, parfois en Europe.
ou bien des Uruguayens aussi. Il y avait des gauchistes uruguayens qui avaient été accueillis par Allende en 1972. Et l'an d'après, ils ont dû partir parce que le coup d'État est venu. Dans la deuxième partie de votre gros livre là, de 400 pages, vous analysez un peu ce qui s'est passé au moment de l'installation dans le nouveau pays, comment on s'installe, comment on vit au Québec en arrivant. Alors, parlez-nous un peu de cet accueil-là, les principales difficultés et par quel biais vous étudiez l'installation, si je peux dire. Ben, j'ai étudié l'installation à partir de 3 points de vue. D'une part, ce que j'appellerais l'intégration sociale, qui implique les relations avec les Québécois, qui étaient très bonnes, même excellentes, je dirais, parce qu'il y avait comme un préjugé favorable aux Chiliens, même avant le coup d'État. Ça, j'ai connu le détail par la suite, plus tard. Mais avant le coup d'État, et ça, on le voit dans l'autre livre, le Chili était un modèle pour beaucoup de Québécois qui avaient une pensée politique de gauche, de sorte qu'on était connus et il y avait un préjugé favorable et cela nous a aidés. Il y a eu beaucoup de liens d'amitié qui se sont tissés entre des Chiliens qui arrivaient et des Québécois qui les hébergeaient, parfois pendant longtemps, et qui les aidaient à se trouver un emploi. Et donc, il y a eu une très bonne intégration à ce point de vue-là, ce qu'on appelle une intégration sociale. Et d'autant plus que beaucoup de Chiliens ont trouvé que la cause d'une possible indépendance du Québec était un peu semblable à celle que Allende avait poursuivie avec son programme au Chili. Alors, c'est comme s'ils se reconnaissaient un peu dans le Québec et les Québécois se reconnaissaient un peu dans les Chiliens. Alors, c'était une coïncidence heureuse, je dirais. Alors, ça, c'est un aspect. Ensuite, il y a l'intégration civique qui dérive de l'autre, c'est-à-dire qu'un certain nombre de Chiliens ont commencé non seulement à sympathiser avec les Québécois, à se lier d'amitié, mais à militer dans des partis politiques du Québec. L'exemple le plus connu, c'est Osvaldo Núñez, qui a été le premier député né en Amérique latine qui a siégé au Parlement à Ottawa parce qu'il a été candidat pour le Bloc québécois. Et il a été suivi par d'autres, généralement dans les partis indépendantistes, que ce soit le Bloc ou le Parti québécois, quelques-uns pour le NPD. Et la seule exception, qui était toute récente, était une jeune fille de deuxième génération, Soraya Martinez, qui a été élue députée pour le Parti libéral du Canada et qui a été même ministre peu avant la défaite de Trudeau ou la démission de Trudeau. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'associations. Hein. Les Chiliens se sont regroupés en plusieurs associations. Est-ce que c'était des associations liées aux partis politiques, à leur ligne politique? Oui, en grande partie, oui. Il y a eu plusieurs associations. Dès le départ, en 1974, il y a eu la fondation de l'Association des Chiliens de Montréal, qui était comme une espèce de reproduction de l'unité populaire, parce que tous les postes de la direction de l'association étaient répartis entre des représentants de chacun des partis politiques qui avaient composé l'unité populaire. Peut-être c'est possible de les présenter très, très brièvement oui, ou de les énumérer, oui, parce que c'est peut-être pas évident. Il y avait 50 toujours, ans plus tard, c'est pas évident. Là. Il fallait qu'il y ait toujours un représentant du Parti socialiste, un représentant du Parti communiste, un représentant du MAPU. Le MAPU était le parti des chrétiens de gauche. Ça, on pourra en reparler avec l'article de... Oui, oui. Est-ce que le MIR faisait partie? Non, parce que le MIR, ça, c'était un sujet de chicane. C'était l'extrême gauche, au fond. Extrême, oui, on pourrait dire, pour simplifier, on pourrait dire extrême. Je n'aime pas beaucoup le mot, mais... Non, c'était un groupe de gauche qui ne faisait pas partie de l'unité populaire, parce que ses membres trouvaient que Allende et l'unité populaire étaient mous, qu'ils n'étaient pas allés assez loin, et qu'ils s'appuyaient certaines actions d'Allende, mais tout en essayant toujours de les pousser pour aller plus vite et plus loin, et procéder à faire de nouvelles expropriations d'usines, par exemple, ou de domaines fonciers. Et toujours en disant qu'il faut se préparer à la lutte armée parce que le coup d'État va venir à un moment donné, ça c'est inévitable.
C'était quand même assez surprenant de voir un marxiste élu, mais je crois que c'est autour de 30 au moment de son élection en 36 et 70. demi. 36,5 en 70. Oui, Alors, mais les réformes qu'il a menées sont assez importantes et oui. à ce moment-là, on peut comprendre peut-être qu'il y avait des groupes dans la société et aux États-Unis surtout qui n'étaient pas d'accord pour voir ces Mais nationalisations. tout à fait. C'est les mines de cuivre à l'époque, surtout. Surtout. Oui, évidemment, si on regarde ça 50 ans plus tard, on se rend compte que c'était un peu gros trop défi. osé. Oui. Parce que d'abord, Allende est élu avec 36% et demi du vote. Et ça, c'était possible parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de deuxième tour OK. d'élection. Alors, celui qui remportait la première place lors de l'élection était président, même s'il était loin du 50%. Alors, Allende a gagné avec 36%, président. Et il n'avait pas majorité au Parlement. Alors, c'était vraiment une situation totalement dysfonctionnelle. Un président élu avec sans majorité, qui ne contrôlait pas le Parlement, qui était forcé de procéder à coup de décret, ce qui était semi-légal, un peu légal, mais pas tout à fait légal. Et parce que négocier était très difficile parce que l'opposition n'était pas prête à rien consentir. La seule fois où tous les parlementaires de droite et de gauche ont voté une loi, ce fut lors de la nationalisation du cuivre. Parce que le sujet était tellement populaire dans tous les sondages, enfin, que la droite a appuyé la loi et Allende a pu dire au monde on a nationalisé les grandes mines de cuivre qui appartenaient à des entreprises des États-Unis légalement, en toute légalité. Est-ce que je me trompe quand je pense que le Parti socialiste au Chili, au départ, était marxiste ou marxiste-léniniste et non pas social-démocrate? À quel moment le Parti socialiste devient social-démocrate? C'est uniquement après la défaite? Après le coup d'État et après, et pas tout de suite. Après, je dirais plusieurs années de réflexion et un parti, je crois, ce qui était assez important, le fait que plusieurs dirigeants socialistes sont allés en Europe et ont commencé à côtoyer les partis social-démocrates en France, en Allemagne, en Angleterre. Et ils ont connu le socialisme des pays de l'Est qu'ils n'ont pas aimé. Alors ils commençaient à comprendre que le socialisme tel qu'ils le concevaient n'était pas tout à fait ce qui correspondait à une réalité. Et alors, ils ont commencé à délaisser le marxisme pour se rapprocher de la social-démocratie. Le troisième point de vue pour l'intégration était l'intégration économique. Et celle-là ne s'est pas bien passée. Ne s'est pas bien passée et pour moi, c'était une surprise. J'ai étudié en profondeur toutes les statistiques de recensement et à ma grande surprise, j'ai constaté que les latino-américains étaient les plus pauvres de tous les immigrants, tous azimuts. Plus pauvres que les Européens, plus pauvres que les Africains, plus pauvres que les Asiatiques. Enfin, les Latinos étaient en bas de l'échelle. La seule consolation était que les Chiliens étaient le numéro 1 parmi les plus pauvres. C'était les moins pauvres. mais c'est un truc qui m'a beaucoup frappé parce que je ne pouvais pas faire une enquête approfondie pour comprendre les raisons de cette situation, qui était un peu inexplicable parce qu'au point de vue de la scolarité, les Latinos étaient davantage scolarisés que les Québécois moyens. Eh oui. Alors, il faudrait faire des enquêtes plus approfondies pour comprendre pourquoi les Latino-Américains, au point de vue économique, se sont comme mal ajustés, mal intégrés. Leur taux de chômage était beaucoup plus élevé que le taux de chômage moyen de la société québécoise. Ça, c'est à quel moment? Dans les années 70? Les années 80 étaient la pire décennie, définitivement. Plus tard, années 90, 2000, ça s'est amélioré un peu, mais toujours, les Latinos sont restés en deçà de la moyenne au Québec. Alors, c'est un thème à explorer. On va donc aborder maintenant le dossier que vous avez rédigé avec votre collègue Geneviève Doré à l'occasion du 50e anniversaire du coup d'État. C'est le bulletin d'histoire politique. Et le titre du dossier, c'est « Québec-Chili, 1973-2023 ». Et vous abordez dans ce dossier-là
la mémoire du coup d'État et l'impact de l'expérience de l'unité populaire de 70 à 73. Alors, parlez-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce dossier? Quels étaient un peu vos objectifs en commençant? Parce que vous avez réuni beaucoup de témoignages. Alors, pouvez-vous nous parler Oui. un peu de ces témoignages que vous avez retenus? Bon, d'abord, comment ça a été fait, c'était tout à fait naturel. C'était un cinquantenaire, c'était une date importante de commémoration. Alors, c'est venu naturellement, spontanément, parce que Geneviève, qui m'a, pour ainsi dire, succédé au département d'histoire, au départ, elle n'était pas spécialiste du Chili, mais elle a commencé à le devenir, elle s'est beaucoup intéressée au Chili, elle a commencé à s'informer, à même avoir des amis chiliens dans la communauté chilienne. Alors, avec elle, nous avons préparé ça. Et c'est un dossier, enfin, c'est presque un livre, c'est le numéro d'une revue, mais assez gros. C'est très volumineux, oui. Oui, alors, première partie, témoignages. Alors là, nous avons décidé d'un commun accord de présenter autant de témoignages de Québécois qui étaient au Chili au moment des événements, parce qu'il y en avait des Québécois qui étaient là, que de Chiliens. Et un cas spécial, un Haïtien qui est très connu ici à Montréal, Franz Voltaire, qui fait un travail assez remarquable avec un centre de documentation sur Haïti et la Caraïbe. Alors, nous avons réuni le témoignage de 5 Chiliens, 5 Québécois et un Haïtien, qui ont été regroupés sous la rubrique « Les Amis du Chili ». Mhm. Alors, on a demandé à chacun comment ils ont vécu la journée du coup d'État et les jours qui ont suivi, enfin. Alors, chacun a conté son expérience et je pense qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Ça a été assez difficile, je crois, à l'ambassade du Canada au Chili. Hein? Au moment du coup d'État, ça n'a pas été, Oui, ça n'a pas été l'ouverture, au non, contraire. non. Et justement, j'attire l'attention des lecteurs futurs, j'espère, le témoignage de Ovid Bastien et de son épouse Winan Watts. Ils étaient un couple de Québécois qui étaient venus au Chili pour connaître le socialisme chilien. Malchance, ils arrivent en juillet 1973, sans savoir que 2 mois plus tard, le coup d'État aurait lieu. Alors, ils ont connu 2 mois de socialisme, pour ainsi dire. L'avant et l'après, oui. Oui. Et ils étaient enthousiasmés parce qu'ils trouvaient qu'il y avait tellement de belles choses que le Québec pouvait apprendre des travailleurs chiliens. Le mode d'organisation, le fait d'avoir des postes de radio pour les travailleurs, une presse ouvrière, enfin. Et ensuite est venu le coup d'État et le couple a essayé d'aider les gens qui étaient persécutés. Et comme ils étaient évidemment canadiens, ils ont eu un accès un peu privilégié à l'ambassade. Ils ont essayé de convaincre l'ambassadeur et son épouse d'être un peu plus ouverts face à ces gens qui demandaient de l'aide. Parce que l'ambassadeur du Canada était tout à fait en faveur du coup d'État. Il trouvait que les gauchistes étaient de la racaille et que si quelqu'un frappait à sa porte, il l'a dit ouvertement, j'appelle la police pour qu'il l'amène. À quelques reprises, pendant la durée de l'unité populaire, il y a eu des Québécois, surtout des syndicalistes, des militants, qui allaient au Chili, parce que c'était un modèle, avoir un gouvernement de gauche et socialiste, marxisant ou marxiste, élu, et c'était vraiment un modèle assez exceptionnel, inédit. Et beaucoup regardaient du côté du Chili à l'époque. J'étais moi-même militant dans des groupes de gauche à l'époque. Alors, c'était donc un modèle assez exceptionnel. Évidemment, quand ça va s'écrouler, quand le coup d'État arrive, là, on va prendre ses distances, on va essayer de montrer qu'on est un peu plus éloigné de ce modèle-là. Je pense en particulier au Parti québécois. Mais on va y revenir. En attendant, on va faire une pause. On va aller à la pause avec Mercedes Sosa dans le climat de l'époque. Alors, on se revoit tout de suite après. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que
¿Crees que una garra me hará esta suerte? Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Gracias, León. Desahuciados del que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Alors, nous revenons à l'émission avec José Del Pozo qui nous parle du Chili. Alors, si on rejoint l'étude de Québec-Chili 73-2023, le dossier du bulletin d'histoire politique, vous avez fait un article à l'intérieur où vous parlez de l'expérience politique vécue à Montréal par des militants de la gauche chilienne qui appartenaient à deux générations entre 1974 et 2023. Vous montrez, entre autres, l'évolution du comportement politique entre une première cohorte qui arrive au moment du coup d'État et, après ça, l'évolution dans la relation entre Québécois et Chiliens. Pouvez-vous nous parler un peu de cet article que vous avez fait dans l'ouvrage Québec-Chili 73-2023? D'abord, vous faites le portrait des militants chiliens qui sont venus Oui. ici. Je crois qu'ils étaient surtout proches des chrétiens de gauche du MAPU. Est-ce que c'est exact? Ou... Oui, quelques-uns, oui, et surtout dans le cas d'Osvaldo Núñez. Oui. Et le sujet m'a intéressé parce que dans le cours de mes recherches pour écrire le livre a été publié en 2009. Hein. Mhm. Mais j'avais amassé tellement de documentation, d'informations sur toutes sortes de sujets que j'ai continué un peu avec le sujet. Et en 2013 ou 2014, je crois, j'ai publié un article sur ce sujet-là, les militants chiliens qui commencent à devenir militants au Québec aussi. Alors là, et ce qui était intéressant, c'est que ça représentait une mentalité qui s'étirait le long de deux générations. Donc, ça n'a pas été juste le cas des gens qui venaient d'arriver après le coup d'État, mais ça a été transmis à la génération de fils et de filles de la première vague. Alors ça, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant.
Et aussi, j'ai trouvé intéressant le fait que dans je dirais 90%, l'intérêt de militer chez les Chiliens s'était manifesté à travers la militance dans les partis indépendantistes. À cause de ce que j'avais mentionné tout à l'heure, qu'on trouvait qu'il y avait une certaine coïncidence entre la recherche de l'indépendance au Québec et le projet de Allende. Mais vous êtes un peu critique par rapport au PQ quand même dans votre livre. Vous dites qu'il n'y a pas eu de cadeau, je ne retiens pas l'expression, mais Il y a le divers Parti témoignages. québécois ne voulait pas trop quand même s'engager vis-à-vis du Chili. J'ai reproduit divers témoignages. Il y en a qui ont dit que le Parti québécois a aidé énormément les Chiliens en termes d'infrastructures, par exemple, parce que grâce au Parti québécois, on obtenait des locaux pour se réunir, on avait des facilités d'infrastructures importantes. Et d'autres, et aussi au point de vue humain, parce que c'est un fait que René Lévesque, le premier ministre du PQ, était présent lors de plusieurs cérémonies, lors de plusieurs commémorations du coup d'État. Et ça, au point de vue émotif, au point de vue psychologique, était une aide importante. Pour dénoncer la dictature. Mais oui. J'ai toute une collection de coupures de journaux de l'époque qui constituent comme des documents de l'époque. Par contre, il y a d'autres militaires chiliens qui ont trouvé que le PQ était gentil, oui, mais un peu mou, qu'il ne se mouillait pas, et que l'évêque était gentil, mais qu'il ne s'avançait pas beaucoup sur des thèmes plus pointus, sur est-ce qu'on recherche le socialisme ou pas. Mais tout ça était flou parce que il est vrai que les Chiliens, une fois ici, au départ, ils ont continué à parler du socialisme, mais assez vite, ils ont changé le discours en disant on va chercher la démocratie au Chili. Tu vois que c'est un énorme changement. Ouais, Parce ouais. qu'on commence à solliciter les Québécois pour aider les Chiliens, non pas à construire le socialisme au Chili, mais à récupérer la démocratie, ce qui était un tout autre objectif. Il y a eu des grands rassemblements à Montréal à ce sujet-là. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Je me souviens d'avoir assisté au forum. Je ne me souviens plus qui était l'invité. Était du la Chili, veuve de Allende, Hortensia. qui est venue très rapidement Hortensia au Bussy. Québec, hein, je crois. Oui, je pense qu'elle a fait un passage de quelques heures ou d'une journée. Là, je ne connais pas les détails de ça. Et ça, c'était une manifestation importante. Et aussi, je n'étais pas là parce que ça C'était en 74. Oui, mais dans le témoignage de Louise Harel, elle raconte comment elle a interrompu sa lune de miel parce qu'elle venait de se marier. Eh Elle oui. était dans Laurentide. Elle est revenue à Montréal pour participer à la première grosse manifestation de protestation contre le coup d'État et exigeant que le gouvernement canadien rompe les relations avec Pinochet. Ce qui aurait été une mauvaise idée parce que cela aurait empêché Trudeau de faire venir des Chiliens ici. Alors, je suis content que Trudeau n'ait pas rompu. Est-ce que le gouvernement canadien a été réticent longtemps face aux Chiliens par la suite? Un peu, oui, mais c'est normal. C'est normal parce que Trudeau et compagnie n'étaient pas un gouvernement de gauche. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils aient hésité. Qu'est-ce qu'on fait avec ces Chiliens qui commencent à venir ici? Parce qu'ils sont tous des gauchistes. Alors, on peut nous faire accuser que nous sommes en train de faciliter l'entrée de gens dangereux dans notre pays. Alors, moi, je n'avais pas Trudeau d'avoir hésité. C'était normal. Il a pris environ un mois pour réfléchir. Et finalement, il a décidé que, de un, il maintiendrait les relations avec Pinochet, ce qui était mal vu par beaucoup de gens. Et secondo, que oui, qu'il accepterait des Chiliens, mais qui serait choisi, filtré par toute une équipe d'officiels d'immigration du Canada et par des officiers de la GRC. Parce que ça, il faut l'expliquer. Chaque personne, y compris moi-même, nous avons passé 2 entrevues. Une par un officiel d'immigration comme tel, qui nous parlait en général de comment ça fonctionnait l'immigration ici, les étapes, etc. Et une autre par un officiel de la GRC, qui m'interrogeait sur mes idées politiques. Ça, c'est... Un interrogatoire serré. Ah oui? Oui, en anglais. Ah bon? Oui. Alors, il y avait des gens qui ont été refusés parce que jugés dangereux. Est-ce qu'il y a eu des militants du MIR, par exemple, qui pouvaient venir au Québec? Oui, il y en a qui sont venus ici, oui. Probablement que d'autres ont été refusés.
Mais avec l'émir, il y a une situation bizarre parce que l'émir, en principe, ne devait pas exiler. Il y avait un mot d'ordre chez les miristes, l'émir nos exila. Il ne En disant, s'exilait non, nous pas. restons ici pour la lutte. Mais c'était impossible parce qu'ils étaient en train de se faire massacrer. De toute façon, il y en a une poignée importante qui est restée au Chili. Et là, le chef Miguel Enriquez a été mort, assassiné, l'année d'après. Il est resté pendant 1 an en clandestinité. Donc, après le coup d'État, est-ce que les gens ont continué ici à se regrouper par affinité politique? Les Ici? socialistes ensemble, oui. Ici au Québec? Pendant les premières années, c'était comme ça, non? Oui, en fait, chaque parti a gardé sa propre structure, faisait des réunions avec ses militants, mais il convergeait dans l'association des Chiliens qui était comme l'association de tout le monde qui était gauchiste. De tout le monde qui était gauchiste. Mais parallèlement, il y avait le comité Québec-Chili qui n'était pas l'œuvre des Chiliens, qui avait été mis sur place par des Québécois, par des syndicalistes, qui avait tendance à favoriser l'émir. Parce qu'il trouvait que l'émir était le groupe le plus combattant, le plus combatif, celui qui méritait plus l'aide des Québécois. On me dit que c'est beaucoup les militants d'origine chrétienne du MAPU qui étaient peut-être les plus impliqués dans le mouvement syndical. Est-ce que c'est exact? Ça ne m'étonnerait pas parce que les MAPU avaient été mis sur pied par des anciens militants de la démocratie chrétienne, qui était un parti très important à l'époque. Eduardo Frei avait été le président qui avait gouverné le Chili avant Allende, démocrate chrétien, et il avait mené quelques réformes importantes, mais un groupe important parmi ces militants trouvait qu'il n'était pas allé assez loin. Et pour ce faire, ils ont mis sur pied un autre parti, ils ont quitté la démocratie chrétienne et ils ont appuyé Allende. Mais il faut expliquer que la démocratie chrétienne ne signifie pas un parti confessionnel. Ce n'était pas obligatoire d'être catholique pour militer dans la démocratie chrétienne. Ah bon? Alors, ça pouvait coïncider, parce qu'à l'époque, le Chili était un pays chrétien, enfin chrétien catholique. À l'époque, je dirais que 80% de la population était baptisée. Il y avait très peu de protestants, peu de juifs. Alors, le Chili était un pays très homogène à ce point de vue-là, catholique un peu partout, de tous les côtés. Ça a changé aujourd'hui. Mais ce n'était pas nécessaire d'être catholique pour militer dans les MAPU ni dans la démocratie chrétienne. Le souvenir que j'ai à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de gens du Conseil central de Montréal, de la CSN et le Centre de formation populaire. Enfin, un peu tout ce qui gravitait autour de la CSN. Puis il va y avoir d'autres associations comme le CISO, la Conférence internationale Solidarité ouvrière. Et c'était beaucoup, il me semble, des anciens ou des missionnaires ou des gens qui... Ah, là, tu mentionnes une autre catégorie de gens, comme, les anciens missionnaires. Oui, il y en a eu. Et ça, ouais. c'est un groupe petit de personnes, mais très intéressant. Mais très influent ici à ce moment-là. Et ils ont beaucoup fait pour nouer des liens avec les Chiliens qui arrivaient. Parce que parmi les Québécois qui étaient au Chili avant le coup d'État, et je cite un des témoignages qui est celui de Yves Lanneville, malheureusement décédé récemment. Lanneville a été un militant exemplaire avec son épouse. Et comme beaucoup de missionnaires québécois au Chili, là-bas, il a abandonné le sacerdoce. Il s'est marié, il a une fille au Chili, et il a travaillé dans une usine, et il était syndicaliste. Bon, il est parti pour revenir à Montréal après le coup d'État parce qu'évidemment, il se sentait menacé. Et il a beaucoup fait pour aider les Chiliens qui arrivaient. Il y a beaucoup aussi de Chiliens qui se sont impliqués, vous en avez dit un mot tantôt, en politique. Pouvez-vous nous donner d'autres exemples là, de gens qui ont participé, de Chiliens qui ont participé dans différents partis? Oui, on peut parler par exemple d'Andrés Fontecilla, qui est quelqu'un de la deuxième génération. Ça, c'est à Québec solidaire. Oui, et qui a été le premier Chilien à être élu député provincial. Au Québec. Parce qu'avant lui, il y avait eu 2 députés au fédéral, Osvaldo Núñez et Paulina Ayala, pour le NPD.
dans la vague Clayton de 2011. Elle était une candidate que personne ne connaissait, mais elle a été amenée par la vague de Jack Clayton. Elle s'est trouvée élue députée à sa grande surprise. Ah bon? Oui. Puis il y en a eu au Parti québécois, je crois. Ou des militants, peut-être, des militantes. Oui, il y a eu beaucoup de militants je ne sais pas si Le c'est... comité des communautés culturelles, je me souviens. Oui, c'est il y a Carmen, eu un cas bien connu, Carmen Sabah, c'est ça. connu aussi comme Carmen Veillancourt, Vaillancourt. et qui a été honorée avec le prix de la Société Saint-Jean-Baptiste comme la patriote de l'année en 93, je crois, parce qu'il avait beaucoup travaillé pour la cause de l'indépendance. Et ainsi, il y a eu beaucoup d'autres qui n'ont pas toujours été élus, mais qui ont été candidats à des postes de députés et qui ont mené une vie assez active dans la politique québécoise. Dans le dossier Québec-Chili, il y a un article de Nicolas Barré-Shaw. C'est un article où il montre comment l'unité populaire et le coup d'État de 73 ont profondément marqué la gauche québécoise, particulièrement le courant de gauche à l'intérieur du Parti québécois. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet article-là, mais je l'ai trouvé assez audacieux. Il montre comment le Parti québécois, surtout les dirigeants, voyaient d'un œil sympathique tout ce qui se passait au Chili jusqu'au coup d'État. Mais évidemment, par la suite, ils vont un peu paniquer. Ils vont perdre l'élection en 73. Le Parti québécois perd l'élection. Et là, ils se demandent s'ils n'ont pas été trop à gauche pour faire peur à l'électorat. Alors, ils vont faire quelque chose d'assez important. En 74, ils vont décider que ça prend un référendum en plus de l'élection. Il n'y a plus d'élection référendaire. Jusque-là, il y avait une élection qui devait mener à l'indépendance. Et ça a entraîné, je dirais, un mouvement plutôt conservateur dans le parti. Est-ce que c'est exact, cette hypothèse-là qui est amenée dans votre dossier? Mais moi, je ne suis pas l'auteur de l'article. Moi, j'ai agi comme éditeur. Oui, non, je ne veux pas dire que vous l'endossez, Oui. mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. En tant qu'historien et que des Chiliens, j'étais agréablement surpris dans ce sens que l'article m'a beaucoup appris parce que je n'étais pas au courant de tout ce qui s'est tramé à l'intérieur du PQ. Je n'étais pas au courant de ces hésitations entre la marche à suivre et je n'étais pas au courant Enfin, j'étais au courant de façon générale, mais pas de détails, à quel point le Chili constituait un modèle pour une bonne partie, une aile importante du PQ. Alors, l'article m'a beaucoup appris sur les conséquences du coup d'État pour le Québec. Et je me rappelle, j'étais à Québec encore, parce que j'ai passé ma première année à Québec, et j'ai entendu à la radio la nouvelle voulant que si on gagnait l'élection, il y aurait un référendum pour décider si on faisait l'indépendance ou pas, ce qui n'existait pas auparavant dans les programmes du parti. C'est ça, ça a été une décision, disons, controversée. Oui. Et certains ont même dit qu'il y avait peut-être des éléments de gauche qui avaient quitté pour aller dans l'extrême gauche, parce qu'il y avait dans les années 70 les groupes marxistes-léninistes. Oui. Et il semble que c'est à partir de 74, 75, 76 que leurs rangs ont augmenté. Et il y en a qui disent qu'ils ont été un peu déçus du PQ, qui est devenu beaucoup plus modéré. Parce que Pierre Vallière avait appuyé René Lévesque avant la décision de tenir un référendum. Et avec ça, il a déchiré sa carte du PQ. Effectivement, un certain nombre de gens plus à gauche qui ont été déçus de l'orientation plus conservatrice. Il y a un autre article qui est assez intéressant aussi, c'est l'article de Catherine Foisy et Christophe Lefrançois. C'est un des articles qui porte sur l'influence ou l'inspiration du Chili d'Allende sur le réseau des politisés chrétiens. Est-ce que vous connaissez bien ce courant-là? Moi, je connaissais peu, mais je vois que ce courant-là a été sous-estimé un peu dans l'histoire du Québec. Et il y a tout un réseau de politisés chrétiens au Québec qui s'inspirait du Chili. Je pense à Yves Vaillancourt, qui a fondé les Chrétiens pour le socialisme. C'était quelque chose qui existait au Chili, ça. Oui, d'abord, l'article aussi m'a beaucoup appris parce que je ne connaissais pas du tout l'existence du RPC. Le regroupement des politisés chrétiens, RPC. C'est ça, je ne connaissais même pas l'expression RPC. Alors, mais c'était normal aussi que les chrétiens de gauche au Chili aient inspiré les chrétiens d'ici parce que tout ce qui s'est passé au Chili dans les années 71, 72, 73
avait une résonance mondiale. Alors, en quelque sorte, il y avait des Chiliens qui étaient fiers de voir que le monde regardait ce qui s'est passé au Chili. Malheureusement, ça s'est tellement mal terminé. Mais c'est vrai qu'au Chili, il y avait déjà des chrétiens qui appuyaient Allende sans nécessairement militer dans une organisation spécifique. Ils pouvaient le faire à travers un parti, que ce soit le MAPU ou un autre parti plus petit qui est né en 1971, la gauche chrétienne, aussi par des anciens démocrates chrétiens. Mais les chrétiens pour le socialisme, c'était comme une autre agrupation qui est née en quelque part vers 72. Il y avait un prêtre très actif, Gonzalo Arroyo, qui était comme le chef de file du mouvement et qui a commencé à solliciter ou à inviter beaucoup de gens comme lui. Et tout cela venait aussi du courant latino-américaniste du père péruvien Gustavo Gutiérrez, qui avait, pour ainsi dire, annoncé la théologie de la libération en 1968. Alors, ça avait changé beaucoup la vision du christianisme chez les gens qui avaient une grande sensibilité sociale. Parce que C'était à la fois une critique de l'Église, un préjugé très favorable pour les pauvres, pour la pauvreté. Oui. Et donc, c'était un courant qui a été évidemment condamné par le pape par la suite. Le pape va condamner la théologie de la libération. Bon, ça, c'est une histoire un peu compliquée parce qu'ils l'ont condamné en partie, mais jamais totalement. Alors, c'est une histoire... Bon, comme beaucoup de choses au Vatican, ils sont complexes. C'est oui, mais c'est non. Et c'est vrai qu'ils ont, par exemple, puni un théologien brésilien, Leonardo Boff, lui interdisant de parler de la théologie de la libération. Mais plus tard le pape qui est venu plus tard a dit « Ah non, la théologie de la libération est très intéressante, il faut tenir compte. » Alors, c'est oui et c'est non. Mais je vois que le temps file, puis j'ai beaucoup de choses. On va revenir avec Yves Vaillancourt, qui va venir nous parler, lui ou d'autres, de ce groupe-là, parce qu'on le connaît peu au Québec. Mais avant de terminer, je veux que vous nous parliez de deux choses. D'abord, de votre site de mémoire. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ce que vous avez mis sur Internet qui porte sur les Chiliens du Québec? Alors, peut-être l'adresse, je peux la donner, c'est memoriadelpozo.ucam.ca. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce site? Alors, ce site, c'est une idée qui m'est venue à la fin 2023. Je crois que l'idée m'est venue parce que, à mon âge, je peux avouer que j'ai 82 ans, il y a beaucoup de Chiliens qui commencent à disparaître. Des Chiliens que j'ai connus ici lors de mon arrivée ou quelques années plus tard, des gens que j'ai croisés dans les manifs, dans les activités, et qui petit à petit commencent à s'en aller. Alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'avoir un site qui garderait leur mémoire avec des fiches individuelles qui donneraient les données de base de chaque personne, année de naissance, lieu de naissance. Et qui rappellent au fond leur action importante. Oui, parce que l'activité qui est réalisée au Québec, où est-ce qu'il habitait, où est-ce que la personne est décédée. Et parfois, parce que tout ça, je le faisais avec l'approbation d'un membre de la famille. Alors, si la famille le voulait, il pouvait rédiger une petite biographie de la personne. Ah bon? Et il y a environ 20-25 personnes qui l'ont fait. Et il y a des biographies très intéressantes, certaines qui sont exclusivement professionnelles, et d'autres qui ont été plus émotives. Et c'est toujours en processus. Donc oui, c'est un site ouvert. Le site est bilingue. Je l'ai commencé en espagnol, mais il y a toujours eu l'idée de faire une version en français. Alors, chaque personne a sa fiche et sa biographie, quand il y a biographie, parce qu'il n'y en a pas toujours, et en français et en espagnol. Et dans le site, on trouve aussi une chronologie sur des activités intéressantes que les Chiliens ont fait ici au Québec. Exemple, lorsque Patrice Henriquez a remporté le prix Jutra au meilleur documentaire fait au Québec en 1999, des trucs comme ça. Ou lorsque Pauline Ayala a été élue députée en 2011, blablabla. Et il y a aussi une bibliographie avec toutes les études et aussi les œuvres littéraires, parce qu'il y en a
des romans, des poèmes, des pièces de théâtre qui ont été écrites à propos des Chiliens au Québec. Alors, c'est un site d'information. OK. Puisqu'on a peu de temps, vous allez nous Oui. dire, en terminant, quelques mots sur votre prochain livre qui doit paraître sous peu. Je sais que le titre, c'est « Quand l'Amérique latine fait date ». Alors, Oui. de quoi s'agit-il assez brièvement, puisqu'on dispose de peu de temps? Bon, de quoi s'agit-il? L'Amérique latine, donc, en 50 faits marquants. Oui, mais c'est qu'il n'y a pas un titre définitif. On hésite entre dire l'Amérique latine, quand l'Amérique latine fait date, ou l'Amérique latine en 50 faits marquants. Mais je résume l'idée. Et l'idée m'est venue en regardant dans les librairies d'ici, surtout dans Indigo. Il y a beaucoup de livres en anglais sur les faits marquants de l'histoire américaine, par exemple, les faits marquants de l'histoire mondiale. Et j'ai regardé ça, l'histoire mondiale, mais de l'Amérique latine, il mentionnait uniquement Christophe Colomb et Che Guevara. Il n'y a pas de ça, l'Amérique latine n'existait pas. Ah bon, C'est comme si on n'avait fait aucune contribution à l'histoire mondiale. Alors, j'ai réagi face à cela et je me suis dit, bon, moi, je vais faire un livre qui va réunir des événements, des découvertes, des idées qui ont été élaborées soit par des latino-américains ou par des gens qui sont venus en Amérique latine et qui par la suite ont donné lieu à une contribution à l'histoire mondiale. Un exemple, et même de loin, lorsque les Indiens mexicains, 10 000 années avant Jésus-Christ, ont découvert le maïs. Pourquoi? Parce que le maïs, par la suite, est devenu la base de l'alimentation d'énormément de pays. Comme la pomme de terre, je pense. Ou la pomme de terre. La pomme de terre qui est originaire du Chili et du Pérou et qui, grâce aux Espagnols, a été diffusée en Europe. Pas adoptée immédiatement parce qu'au départ, on l'a trouvée dégueulasse. On l'a trouvée au cochon. Mais un cuisinier français, Parmentier, a organisé un banquet à Louis XVI avec des plats tous sur la base de la pomme de terre. Et là, la pomme de terre a acquis ses lettres de noblesse. Alors, je rappelle tous ces faits-là dans des courts chapitres. Il y a un chapitre aussi sur l'indépendance d'Haïti, la révolte des Noirs, qui est un apport énorme à l'histoire mondiale parce que c'est la première fois qu'un pays de Noirs et d'esclaves se révoltait et faisait son indépendance. On va être obligé de s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je pense qu'on pourra vous réinviter pour parler de ces faits marquants. Oui. Je veux juste rappeler à nos auditeurs et auditrices le titre de votre ouvrage qu'on a abordé un peu plus profondément, c'est « Les Chiliens au Québec, immigrants et réfugiés de 1955 à nos jours », est publié chez Boréal. Et on a abordé donc un numéro de la revue Bulletin d'histoire politique, dont le titre est « Québec-Chili 73-2023, mémoire d'un coup d'État et d'une expérience de solidarité ». Donc ça, c'était publié chez VLB Éditeur. Et c'est deux ouvrages fort intéressants pour le Chili. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre contribution aujourd'hui et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour parler de tous ces projets que vous menez. Merci. Et je vous souhaite une bonne continuité et à bientôt. Oui, merci. Je peux ajouter une minute? Oui, allez. Et j'en profite pour dire que le livre sur l'Amérique latine qui fait date va être publié à la fin septembre de cette année par Septentrion. Septentrion. Alors, c'est noté. Alors, à une prochaine. Merci. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.